Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, récemment la compagnie OpenAI a développé et publié une machine qui s'appelle ChatGPT. Cette machine libre d'accès a fait parler d'elle comme une révolution technologique, et en à peine 5 jours, elle comptait déjà plus d'1 million d'utilisateurs. Son principe est simple, ChatGPT accueille les utilisateurs à travers une fenêtre de dialogue dans laquelle les personnes peuvent lui demander ce qu'ils veulent, que ce soit des informations, résoudre des calculs, écrire des paragraphes, écrire du code source, corriger des fautes ou encore reformuler des phrases. En bref, ChatGPT répond aux questions qu'on lui pose, produit les textes qu'on lui demande, résout les problèmes qu'on lui soumet et nous donne les informations que l'on recherche. C'est un véritable assistant virtuel qui effectue le travail à notre place. Maintenant, pour prendre soin d'une société, il faut se questionner sur les tenants et les aboutissants d'une telle innovation. C'est pourquoi, avec la permission de Dieu, dans cette vidéo, nous allons nous questionner sur l'impact que peut avoir une telle machine et un tel assistanat sur nos générations, sur notre capacité de raisonnement, sur notre éducation et sur notre religion. Que Dieu nous aide et nous facilite. À tout de suite. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Pour commencer, je tiens à rappeler que toute innovation n'est pas néfaste. Et toute innovation n'est pas non plus bénéfique. Si une innovation apporte un confort, mais que par ses conséquences, elle coupe l'être humain de ses capacités et de ses fonctions, au sens traditionnel du terme, alors cette innovation est néfaste et elle doit être revisionnée ou écartée de la société. Maintenant, questionnons-nous sur cette machine ChatGPT. Cette machine donne une réponse immédiate à toute question posée sur un large éventail de sujets. Et soyez certains que déjà, les élèves en font usage pour générer des dissertations, des thèses, pour générer des poèmes, pour résoudre des problèmes mathématiques, pour tous les exercices liés aux matières générales ou aux matières plus spécifiques. Ce qui, déjà, à notre humble sens, pose de véritables problèmes concernant le développement du raisonnement, de la logique, mais aussi concernant l'acquisition de la science et la qualité de la science elle-même. Et par conséquent, toujours à notre humble sens, cela pose de véritables problèmes sur le discernement qui s'appuie sur tous ces procédés et qui est l'élément indispensable pour distinguer la vérité du mensonge, mensonge qui à notre époque se fait vérité. Nous allons développer tout ceci en parlant rapidement du raisonnement et de la science. La science profane s'acquiert par l'apprentissage. Cet apprentissage est modulé par des processus cognitifs. Parmi ces processus, il y a la mémorisation, il y a la réflexion, la classification, l'identification, ou encore l'organisation des données. Ces facultés passent par l'activité de milliards de neurones, ces cellules du cerveau dont nous avons tous déjà entendu parler et qui travaillent en concert. Pour que nos facultés cognitives soient possibles, il faut que les informations circulent dans le cerveau, entre les neurones, sous la forme de messages électrochimiques qu'on appelle des influx nerveux. Pour le dire vulgairement, plus il y a de connexions entre les neurones, qu'on appelle des connexions synaptiques, et plus ces connexions sont renforcées et spécifiées, plus les informations circuleront rapidement et facilement, ce qui développera les facultés cérébrales. Seulement, ces connexions ne sont pas figées, elles sont dynamiques et évoluent dans le temps. Elles se créent avec l'expérience que l'on se fait du monde chaque jour. Plus on utilise les connexions, plus elles se renforcent et plus le message qu'elles transmettent sera rapide. Au contraire, les connexions qui ne sont pas ou peu utilisées vont être détruites. On appelle ça l'élagage synaptique. Pour caricaturer, imaginons que le cerveau est un pays dans lequel les neurones sont des villages. Chaque village a un rôle. Lorsqu'il se passe quelque chose dans un village, les habitants vont aller le raconter au village voisin. Ils vont créer des routes pour aller d'un village à l'autre. Plus ces routes sont empruntées, plus elles vont s'agrandir, jusqu'à devenir des autoroutes qui faciliteront le déplacement des gens. Au contraire, lorsqu'une personne ne prend pas une route, elle est oubliée et détruite, ce qui isole certains villages et leurs fonctions. Cette capacité qu'a le cerveau à se modifier constamment s'appelle la plasticité cérébrale. Cette plasticité perdure toute la vie, mais elle est particulièrement importante à la petite enfance et à l'adolescence, qui sont des périodes d'apprentissage. La zone du cerveau qui est la plus réquisitionnée dans la réflexion et les processus d'apprentissage est le cortex préfrontal, qui se développe grandement dans les premières années de vie jusqu'à environ 20-23 ans.
Ainsi, pour revenir à nos facultés cognitives, plus une personne s'entraîne à mémoriser, plus elle sera douée dans la mémorisation, surtout si elle commence jeune. Plus une personne s'entraîne dans la classification de données, plus elle sera douée de cette capacité. Plus une personne allie ses facultés cognitives pour raisonner, plus elle fera preuve de facultés de raisonnement. Au contraire, moins une personne réquisitionne sa mémoire, moins elle aura la capacité de mémoriser. Moins une personne réquisitionne ses facultés de raisonnement, moins elle sera capable de raisonner. Le premier problème de cette machine OpenChat est donc qu'elle coupe les élèves et les jeunes de leurs capacités intellectuelles, à l'âge où ces dernières se développent le plus. Les élèves n'auront plus besoin de chercher, de réfléchir, d'analyser et de mémoriser pour construire des raisonnements, ils auront juste à poser leurs questions à cette machine sans faire le moindre effort intellectuel. Et cette machine va leur donner un texte de plusieurs paragraphes préécrits qu'ils n'auront plus qu'à recopier. Pour prendre un exemple plus concret, imaginez un élève de lycée qui, tout au long de l'année, pour les mathématiques, copie les devoirs qu'il a à faire sur un camarade de classe. Dans ce cas-là, notre élève ne va pas faire l'expérience cognitive de ces problèmes qu'il doit résoudre. Il ne va pas se casser la tête, comme on dit, en raisonnant, en réfléchissant, en analysant, en commettant des erreurs, en les comprenant et en se corrigeant, en ouvrant des livres, en mémorisant, en trouvant tous les éléments dont il a besoin pour mener à bien chaque étape de son raisonnement et trouver la réponse applicable. Il ne va donc pas créer et réquisitionner des connexions neuronales pour résoudre son problème, et ces connexions risquent d'être élaguées, c'est-à-dire qu'elles risquent de disparaître car elles ne sont plus utilisées. Dans le cas de notre élève, il va simplement retranscrire un raisonnement qu'il n'a pas lui-même porté, qui inclut des étapes par lesquelles il n'est pas lui-même passé, et qui comprend des logiques auxquelles il n'a pas encore accédé. Alors, certes, notre élève va rendre son devoir, bien incapable d'ailleurs de dire s'il est juste ou fou. Mais ce qu'il en aura acquis tout au plus sera une connaissance théorique à laquelle il n'aura pas goûté par lui-même, et dont il n'aura pas fait l'expérience cognitive. Et non seulement aura-t-il établi une dépendance à son camarade sans lequel il ne peut pas réaliser ses devoirs, mais en plus quand notre élève sera livré à lui-même au jour de l'examen, il ne pourra rien résoudre puisqu'il n'en aura au préalable pas fait l'expérience neuronale, l'expérience cognitive. Que dire alors, non pas d'un camarade, mais d'une machine qui, en un instant, nous donne la réponse à toutes les questions sur toutes les matières, sans rien demander en retour, et ce, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Eh bien, cela va totalement couper les élèves qui s'en servent de leurs facultés cognitives, qui ne se développeront plus et qui, faute de ne plus être réquisitionnés, se laisseront périr. Nous aurons alors des jeunes qui n'auront pas les facultés de raisonnement, de résolution de problèmes, de logique et de discernement, et dont le seul savoir dépendra d'une machine qui les orientera où le programmeur leur donne. Il est indéniable qu'aujourd'hui, le discernement est une des plus grandes faiblesses de notre société. L'humanité a volontairement troqué le vrai contre le faux, le bénéfique contre le néfaste, le remède contre le poison. Toutes les valeurs se sont mélangées. C'est pourquoi il est nécessaire que chaque génération se crée un ensemble solide de facultés intellectuelles, afin d'être capable de raisonner, de discerner et de résoudre les problématiques temporelles, sans quoi nous ne sommes pas différents d'un simple troupeau de moutons qui se précipitent les uns après les autres vers la falaise. Cette machine, dès qu'on en fait l'usage répété, empiète sur le développement de nos facultés intellectuelles. C'est une attaque qui touche notre nature saine et originelle. C'est pourquoi nous invitons chaque parent à éloigner leurs enfants de cette machine ou de toute autre machine qui peut créer un assistanat et une dépendance. Au contraire, il faut les pousser à stimuler leurs capacités intellectuelles à travers des apprentissages, à travers des problèmes à résoudre qui développeront leur raisonnement. L'enfance et l'adolescence sont des périodes cruciales qui influencent grandement l'âge adulte. Donc soyez rigoureux afin de protéger les facultés de vos enfants. Plusieurs sages parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit la chose suivante. Jouez avec vos enfants jusqu'à 7 ans, enseignez-leur jusqu'à 14 ans et accompagnez-les jusqu'à 21 ans. C'est là le meilleur conseil pour toute personne qui souhaite prendre soin du développement de leurs enfants. Maintenant, continuons avec cette machine car nous n'avons pas fini d'exposer ce que nous avions à dire. Comme nous l'avons dit précédemment, celui qui utilise cet assistanat se coupe de ses facultés et de sa nature saine. Mais ce n'est pas tout. Traditionnellement, la transmission de la science se fait entre un enseignant et un élève, un maître et un disciple, un parent et un enfant.
Cette transmission se fait dans la bienséance et le respect de celui qui reçoit la science envers celui qui la donne. C'est une des conditions nécessaires à la réussite de cette transmission. Aujourd'hui, cette transmission n'existe quasiment plus. L'élève, le disciple, l'enfant n'a plus de repères face aux informations qu'il reçoit. À terme, ce que va entraîner une telle machine est que le jeune, sans repères, sans discernement propre, se retrouve face à ce foisonnement d'informations et qu'il considère la machine au-delà de ce qu'elle est vraiment, en lui accordant une autorité qu'elle n'a pas. Cette autorité pourrait même prévaloir sur l'autorité de l'enseignant, du maître ou du parent, ce qui accentuerait le manque de bienséance et la désobéissance généralisée des jeunes envers ceux qui ont autorité sur eux, à commencer par les parents. Maintenant, voyons les informations que partage cette machine. Tout d'abord, par sa nature, cette machine ne devrait pas être capable de prendre de position ou de donner d'avis. Comment une machine qui n'est douée ni de vie, ni d'esprit, ni de cœur pourrait-elle avoir un avis et se positionner sur certains sujets avec objectivité? Cela n'est réellement pas possible, car une machine n'est pas douée de raisonnement, dans le sens où elle ne dispose pas d'émotions, ni de sensations. Elle n'est pas capable de comprendre réellement de quoi elle parle, car elle n'a même pas de compréhension. Tout ce qu'elle fait, c'est effectuer la tâche de prendre une information, la trier et la divulguer. C'est un procédé purement physique, machinal. Cependant, cette machine prend position sur certains sujets. Par exemple, elle défend fermement la légitimité de l'homosexualité et des genres. Cela indique qu'il y a une véritable influence des programmeurs sur les réponses données, puisque les réponses contiennent une prise de position qui ne peut être le fruit que de créatures vivantes et conscientes. Et donc, la vision de l'ingénieur se reflète dans sa machine, ce qui est véritablement problématique, puisque cette influence va toucher les utilisateurs et atteindre ceux qui ne sont pas doués ou qui ne sont plus doués de raisonnement ou de discernement, notamment à cause de leur dépendance à cette machine. Et, entre parenthèses, quand on sait qui sont les fondateurs et dirigeants de l'institut qui a développé cette machine et qui par elle propagent de leur influence, cela est d'autant plus inquiétant. Mais allons au sujet qui nous intéresse. Nous avons posé des questions à cette machine concernant l'islam. Et non seulement nous n'avons pas été satisfaits des réponses apportées, mais en plus nous condamnons certaines choses que partage cette machine sur la religion. Ce que nous condamnons fermement est que cette machine invente des versets du Coran qui n'existent pas. C'est là quelque chose d'extrêmement grave pour tout musulman. Et il est d'autant plus grave que certains tomberont sur ces faux versets sans être capables de les distinguer des vrais versets du Coran. Et lorsque cette machine cite les véritables versets du Coran, elle donne de fausses références, disant qu'ils appartiennent à une sourate à laquelle ils n'appartiennent pas. En réalité, on pourrait déjà s'en arrêter là, et se suffire de cela, car à partir du moment où cette machine n'est pas capable de retranscrire correctement le Coran, un livre qui n'a jamais été changé en 1400 ans, et qu'elle invente des versets sortis d'on ne sait où, qui contiennent de l'associationnisme, comment pourrions-nous accorder une once de confiance à cette machine? Tout ce qu'elle dit sur l'islam dès lors de cette erreur est caduque et ne peut pas être pris en considération, car le Coran est le juge de notre religion, et quiconque ne le respecte pas ou le modifie perd toute légitimité à parler des affaires de notre religion. Mais continuons tout de même un peu. Sur toutes les questions que nous avons posées à cette machine, et dont vous pouvez voir certaines défiler à l'écran, les réponses sont décevantes. La machine décrit la religion comme quelque chose qui doit se vivre personnellement, à l'écart de la société, comme quelque chose qui n'est pas défini, mais qui varie d'une personne à l'autre. La machine décrit la religion par le prisme des hommes et de l'expérience qu'ils en font, au lieu de décrire l'homme par le prisme de la religion. Alors effectivement, la religion est bien la science et l'affaire des individus. Mais c'est pour amener ces individus à construire des sociétés saines et complètes. La religion, c'est aussi et surtout la science des peuples et des civilisations, de ce qui les propulse vers leur accomplissement et de comment préserver la société de ce qui l'endommage. Et c'est l'inverse de tout ceci qui transparaît dans les réponses de la machine. Et oui, effectivement, chaque individu est différent et a une typologie qui lui est spécifique. Et la relation de chacun avec Dieu est unique. Mais ce n'est pas la religion qui varie à chaque individu. Au contraire, ce sont les individus qui, élevés et ennoblis par la religion, vont pouvoir développer leur singularité et leur typologie au bénéfice de tous. Et là encore,
c'est l'inverse qui transparaît dans les réponses de la machine. Ces réponses sont en réalité complètement restreintes au courant matérialiste et cartésien qui sévit depuis plusieurs décennies. Si on lui demande si Dieu existe ou si Mohammed est vraiment son prophète, la machine répond que les preuves de cela n'ont de valeur que par ce quoi on croit et non par la vérité. Alors que même si toutes les créatures étaient non-croyantes, cela n'enlèverait rien à Dieu et à la vérité. Alors, pour ne pas passer trop de temps sur ce sujet, car je pense que nous avons déjà eu suffisamment d'éléments pour se faire une idée sur cette machine. La religion est l'affaire de notre existence, qui s'étend et doit se vivre avec chaque dimension de notre être et de notre société, que ce soit avec nos corps, avec nos membres, avec notre cœur ou nos émotions. Il est impensable pour tout humain de laisser une affaire si importante, telle que l'éducation religieuse, à une machine qui n'a ni émotion, ni conscience, ni capacité à juger, ni capacité à appréhender ce que la personne qui pose la question est capable d'entendre, ni de quelle manière elle est capable de l'entendre. Quand il s'agit de la religion, cette machine ne fait pas que se tromper, elle induit en erreur. C'est pourquoi ne la consultez jamais pour l'affaire de votre religion, mais consultez un enseignant saint, doué de raisonnement. Et si vous la consultez pour les affaires de ce monde, alors assurez-vous de ce qu'elle avance auprès d'un professionnel, qui vous conseillera et vous aiguillera avec plus de subtilité que ne pourra jamais le faire aucune machine. Ce sera pour nous tous, individuellement et pour la société, la décision la plus juste et la plus saine. Que Dieu nous aide et nous facilite, que Dieu nous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullah.